Bienvenue à tous et merci d'être présents à cette conversation sur débloquer les financements pour l'adaptation menée localement. Donc, nous allons, n'est-ce pas, voir les différents scénarios et problèmes qu'il y a lorsqu'il s'agit de débloquer les financements pour le climat. Nous avons des, des orateurs importants aujourd'hui et je vais les présenter bientôt. Je me présente d'abord, je suis Georgina Kemp et je travaille au Centre de recherche pour le développement international et je travaille au Canada. Nous travaillons en partenariat avec le ministre des Affaires internationales des Pays-Bas et également avec l'organisation Activer le changement. Euh, L'action de Activer le changement s'étend sur plusieurs organisations et répandu dans 19 pays qu'on le retrouve en Afrique, en Asie du Sud-Est et également en Amérique. Euh, Ce webinaire d'aujourd'hui est le troisième d'une série de webinaires qui se tiendront de maintenant jusqu'en octobre. Et nous espérons que activer le changement à travers ces webinaires, n'est-ce pas, va contribuer à renforcer ces actions qu'elle fait pour, n'est-ce pas, appuyer les initiatives pour la lutte contre le changement climatique. Et aujourd'hui, nous allons discuter thème. Nous parlons de l'égalité des genres et de l'inclusion sociale. Nous parlons également des médiations des connaissances. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par prendre un instant pour, n'est-ce pas, avoir une réflexion sur ce que c'est que débloquer les financements. Alors, il se trouve que les gens qui sont en ligne de front pour des actions de changement climatique ont, n'est-ce pas, besoin de financement pour pouvoir appuyer leurs besoins, pour pouvoir, n'est-ce pas, satisfaire leurs besoins, pour pouvoir implémenter toutes les initiatives d'adaptation. Et dans ce contexte, donc, cette action qui consiste à débloquer les financements consiste à transitionner, n'est-ce pas, le pouvoir vers ceux qui sont, n'est-ce pas, en première ligne. Donc, lorsque je parle de- du, de- de- du fait qu'il s'agit de déplacer le pouvoir vers les acteurs locaux, vous comprendrez donc qu'il s'agit de voir comment, d'explorer au cours de ce webinaire, comment est-ce que ces acteurs locaux peuvent, n'est-ce pas, avoir accès au financement. Je voudrais passer, n'est-ce pas, la parole à mon co-présentateur, le docteur Attila. Donc, vous écouterez beaucoup de présentateurs utiliser l'abréviation de euh, adaptation menée localement. Euh, je vais passer la parole à Johannes, euh, Georgina, et merci à tous les participants qui sont présents à cette réunion. Donc, comme Georgina l'a dit, l'adaptation menée localement consiste, n'est-ce pas, à déplacer le pouvoir, à déplacer la technologie vers les personnes qui sont sur le terrain afin de renforcer leurs actions. Mais l'infrastructure pour la lutte contre le changement climatique est déséquilibrée. Si nous prenons par exemple les investissements vers
les initiatives d'adaptation menées localement. Le secteur privé, par exemple, est attaché aux institutions qui gèrent les marchés et certains de ces systèmes ne sont pas bien développés au niveau local. Et nous voyons donc qu'il existe un gap, n'est-ce pas, un manquement entre les systèmes de financement locaux et les systèmes, entre les systèmes de financement internationaux, pardon, et les systèmes locaux où ce financement sont les plus nécessaires. Alors, comment est-ce que nous pouvons s'y prendre pour fermer ce gap, ces lacunes? Alors, donc, le système de financement devrait considérer des initiatives pour renforcer les capacités des initiatives locales à accéder à ces financements et pouvoir bénéficier des financements. La bonne nouvelle, cependant, c'est qu'il y a déjà beaucoup de personnes qui travaillent dans ce domaine. Nous, 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 nous inclus, nous travaillons, n'est-ce pas, dans ces initiatives afin de pouvoir, n'est-ce pas, changer ces déséquilibres du pouvoir des finances. Par conséquent, ce webinaire, n'est-ce pas, consistera à comprendre comment est-ce que euh, ces médiateurs de connaissances s'y prennent, n'est-ce pas, pour pouvoir apporter la connaissance au niveau local afin de pouvoir résoudre la vulnérabilité de ces acteurs des initiatives locales. Et la plupart des barrières que ces médiateurs de connaissances, auxquelles ces médiateurs de connaissances font face, lesquelles sont-elles et comment est-ce qu'ils s'y prennent pour pouvoir surmonter ces barrières? Donc, voilà, n'est-ce pas, quelques questions fondamentales du débat afin de s'assurer que les personnes locales puissent avoir accès au financement. Quelles sont les meilleures pratiques qui doivent être mises sur pied pour faciliter leur accès à l'investissement, aux finances? Et donc, c'est une conversation que nous espérons avoir au cours de ce webinaire. Et nous espérons que les échanges qui se tiendront au cours de ces débats seront utiles, n'est-ce pas, pour pouvoir propulser les financements des initiatives menées localement. Merci et à vous la parole, Georgina. Et Georgina dit merci, Jonas. J'ai, n'est-ce pas, arrêté de partager mon écran. Et j'aimerais, n'est-ce pas, pouvoir présenter tout le monde. Et je voudrais, n'est-ce pas, préciser ce que l'on appelle les médiateurs de connaissances. Donc, les médiateurs de connaissances sont ceux qui s'assurent, n'est-ce pas, d'assurer la connexion entre les parties qui ne travaillent pas d'habitude ensemble. Euh, nous allons donc présenter à présent quelques médiateurs de connaissances. Le premier que je voudrais présenter, la première que je voudrais présenter, c'est Megan Spice. Elle est directrice de changement climatique et de la résilience à une organisation non gouvernementale en Afrique. Et elle travaille intensément pour, n'est-ce pas, débloquer les financements pour les communautés locales, essentiellement des communautés qui vivent dans les villes au Cameroun. La prochaine personne que je voudrais introduire, c'est Pauline Makutsa. Elle travaille au consortium d'adaptation qui
est au Kenya et travaille dans les questions de changement climatique. Merci Pauline et merci d'être là. La prochaine personne que j'aimerais introduire, c'est Amel Arikishan. Amel est le responsable de la finance climatique et il travaille, n'est-ce pas, pour appuyer, n'est-ce pas, pour appuyer les voix des organisations locales. Et ensuite, il y a BIM qui travaille avec des équipes de recherche à travers le monde pour, n'est-ce pas, débloquer le financement climatique. Merci et bienvenue, BIM. Alors, sans plus attendre, je vais encore partager mon écran. Oh, pardon, je voudrais inviter Megan à prendre la parole. Et Megan dit merci à tout le monde, chers collègues. Merci et merci d'accueillir notre organisation EKE Africa à ce webinaire. Et comme John Attela l'a dit tout à l'heure, c'est un sujet critique que nous allons discuter aujourd'hui. Alors, il y a deux points que j'aimerais mentionner. Le premier, c'est par exemple, il y a deux points dans mon domaine de travail que j'aimerais mentionner. Euh, le, le premier, c'est la finance pour l'adaptation menée localement et pour les questions de genre et d'inclusion sociale également. Et ceci est, n'est-ce pas, focalisé sur les villes. Et je crois que nous comprenons tous ensemble pourquoi est-ce qu'il est important que les villes s'y mettent aussi dans les initiatives pour, n'est-ce pas, tacler le changement climatique. Et donc, nous comprenons donc que sans les finances, nous sommes coincés parce que beaucoup de politiques, beaucoup de politiques qui sont, n'est-ce pas, votées ne peuvent pas être implémentées. Donc, nous avons un programme où nous appuyons exceptionnellement les villes en Afrique et de partout dans le monde d'ailleurs, qu'elles puissent, n'est-ce pas, avoir accès au changement, au financement pour le climat. Donc, nous avons plusieurs événements que nous implémentons. Nous avons des événements que nous mettons sur pied pour, n'est-ce pas, mettre en contact les donateurs avec les villes qui en ont besoin. Et nous avons une focalisation sur l'implémentation. Nous pensons qu'il est grand temps que l'on arrête un peu de parler, de se limiter à la parole, mais de passer, n'est-ce pas, aux actions. Alors, en tant que knowledge broker ou alors médiateur de connaissances, nous, n'est-ce pas, identifions ces gaps, ces lacunes et, et nous accumulons les données, nous construisons les relations entre les différentes parties prenantes et nous essayons de travailler sur le long terme avec nos partenaires des différentes villes pour qu'elles puissent, n'est-ce pas, accéder au financement climatique sur le long terme. Et nous avons, n'est-ce pas, des cas
de réussite, des success stories, où nous avons développé des projets et qui ont été, n'est-ce pas, faits sur mesure des besoins de certaines villes et qui ont pu, n'est-ce pas, être implémentés avec succès. Et nous apprenons, n'est-ce pas, à travers ces différents projets et à travers toutes les leçons que nous avons tirées, nous utilisons dans ces leçons pour pouvoir, n'est-ce pas, améliorer les méthodes que les villes pourraient utiliser pour accéder au financement pour le climat. Alors, ce que nous faisons pour le moment, ce que nous faisons pour le moment, c'est que nous, n'est-ce pas, nous essayons d'élargir le cercle des villes ou alors des acteurs des villes qui sont au courant des différentes opportunités de financement pour le climat, ou alors financement pour l'action climatique, pardon. Et à présent, au Cameroun, par exemple, nous essayons d'identifier d'où est-ce que les financements arrivent, où est-ce qu'ils vont, comment est-ce qu'ils sont utilisés. Et ce que nous trouvons, c'est qu'il y a beaucoup plus de transparence. Pardon, nous trouvons qu'il y a de moins en moins de transparence lorsqu'il s'agit aussi bien des grands projets qui coûtent plusieurs millions, aussi bien des grands projets qui coûtent plusieurs millions que des projets qui sont de moins grande ampleur. Donc, nous sommes en train donc de travailler pour augmenter, pour améliorer la transparence et nous pensons que cela doit également être, euh, doit faire partie de la conversation. Et par exemple, ce que nous faisons, c'est que dans un de nos projets, c'est que nous coproduisons, n'est-ce pas, les projets avec les initiatives locales qui, n'est-ce pas, œuvrent dans les initiatives d'adaptation, les initiatives locales d'adaptation. Et nous travaillons également euh, avec les villes afin qu'elles puissent nous travaillons également avec les villes pour coproduire, pardon, désolé, je n'ai pas suivi toute la phrase, désolé. Euh, Giorgine a dit, je crois que Ike Africa et je crois que Ike Asie du Sud-Est également font un très bon travail. Euh, et il y a, n'est-ce pas, des gaps, des manquements dans ce travail de médiation des connaissances. Et vous faites un travail très intéressant. Et vous avez également travaillé, vous avez mentionné, Megan, vous avez mentionné la participation aux politiques aussi, qui est une composante importante de votre travail, Megan. Euh, Je voudrais partager en présent mon écran et passer la voix à Pauline. Et n'oubliez pas qu'il y a, n'est-ce pas, la section des questions-réponses pour pouvoir poser vos questions. Vous pouvez également lever le doigt si vous voulez prendre la parole. Alors, Pauline qui voudra présenter un travail sur une initiative qui a été menée localement au Kenya.
Alors, Pauline, je vous passe la parole. Est-ce que vous pouvez confirmer que vous voyez mon écran? Et Pauline dit bonsoir à tous. Je voudrais, n'est-ce pas, cet après-midi, vous présenter notre travail au Kenya dans le domaine de la finance pour l'action climatique. Alors, le Consortium pour l'adaptation ADA travaille, n'est-ce pas, avec les gouvernements locaux des comtés au Kenya afin, afin de, n'est-ce pas, aligner les actions de changement climatique pour le développement et cela se fait, n'est-ce pas, à travers le CCCF, un mécanisme appelé CCCF. Et ce mécanisme a été implémenté de façon pilote dans 5 comtés au Kenya entre 2013 et 2018. Euh, Et à la suite du succès de ce mécanisme, il a, n'est-ce pas, été élargi au plan national, appuyé par la Banque mondiale et le gouvernement de certains comtés au Kenya. Nous avons obtenu un financement de 5 milliards de la Banque mondiale et appuyé également par 23 millions de dollars de chaque comté au Kenya. Alors, pour ce qui est de comment est-ce que le CCCF parvient à apporter des financements aux communautés, il y a, n'est-ce pas, plusieurs éléments. Premièrement, c'est que c'est un cadre légal qui travaille au niveau national et également au niveau des différents comtés à l'intérieur du pays. Donc, il s'assure, n'est-ce pas, que les comtés plus, n'est-ce pas, à obtenir ou alors offrir, n'est-ce pas, des montants de financement conséquents pour le changement climatique. Le CCCF également travaille en établissant, n'est-ce pas, des institutions, des structures institutionnelles robustes au niveau des gouvernements des différents comtés et également des communautés locales qui ont, n'est-ce pas, besoin de l'implication de différentes parties prenantes. Et il demande également au gouvernement des différents comtés de faire, n'est-ce pas, de s'engager, n'est-ce pas, pour le financement en faveur des initiatives pour lutter contre le changement climatique. Cela constitue entre 2 et 3% de leur budget pour le développement. Et donc, le CCCF ensuite donne aux communautés, n'est-ce pas, le mandat de déterminer quelles sont les actions pour le climat qu'elles voudraient voir financées. Et enfin, le CCCF exige, n'est-ce pas, un niveau de transparence élevé et de la responsabilité ainsi que le partage d'informations entre les gouvernements et les communautés qui sont impliquées. Donc, nous avons effectué euh, une, une implémentation pilote de ce mécanisme entre 2013 et 2018. Nous l'avons effectué dans 100 initiatives d'adaptation menées localement. La plupart d'elles étaient des initiatives qui concernent l'eau, car l'accès à l'eau est un des principaux problèmes.
Et maintenant, à présent, nous voyons donc que cette initiative est en train d'être implémentée au niveau national, mais il est important de voir ce qui s'est passé au niveau de la phase pilote, qu'est-ce qui s'est passé dans ces localités où ça a été implémenté de manière pilote. Il fallait donc, n'est-ce pas, évaluer cela. Et en 2019, nous avons donc effectué une évaluation dans 62 de ces initiatives locales qui avaient été financées. Et nous avons donc évalué la fonctionnalité technique de cette initiative. Nous avons évalué comment est-ce que cela a affecté la fonctionnalité des gouvernements et la gestion de ces fonds. Et tout cela pour, n'est-ce pas, voir quelles sont les erreurs qui auraient été pu commises et apprendre de ces erreurs. Et l'année dernière, nous avons, n'est-ce pas, répété cette évaluation de ces 62 investissements. Et ici, je présente, n'est-ce pas, un résumé vraiment, un résumé de cette étude. Si vous regardez l'analyse comparative entre l'étude de 2019 et l'étude de 2023, nous voyons que seulement 9, qui représentent 14,5%, et, et 12, qui représentent 20% en 2023, de ces initiatives ont été non fonctionnelles. Cela veut dire que les comtés qui ont reçu les financements ont dû stopper parce que le projet n'a pas pu aller jusqu'au bout. Maintenant, si on regarde les niveaux de fonctionnalité, nous voyons que euh, 51% en 2000, 51,6% en 2019 et 37% en 2023 ont été fonctionnels. Cela veut dire que ces communautés ont pu, n'est-ce pas, effectivement faire ce qui était prévu. Si ça s'agissait, par exemple, de pourvoir de l'eau aux populations, elles ont effectivement pu investir et ont réussi à pouvoir, n'est-ce pas, fournir de l'eau aux populations. N'oublions pas que la plupart de ces initiatives concernaient des initiatives de, 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 euh, euh, les initiatives qui constituaient à fournir de l'eau, qui avaient tiré à la rareté de l'eau. Alors, les principales leçons que nous pouvons résumer ici, je résume celles qui sont liées au financement. Donc, premièrement, le principal facteur qui a affecté, n'est-ce pas, la durabilité était, n'est-ce pas, les gouvernements ou alors la gestion de ces investissements par les communautés. Donc, où des comtés où les communautés avaient été bien formées, elles pouvaient, n'est-ce pas, gérer cet argent ce qui leur était alloué de manière durable et étaient capables, n'est-ce pas, en faisant cela, de continuer à recevoir des financements. Deuxièmement, il y a eu un manquement de financement par les communautés et les gouvernements locaux. Donc, par exemple, lorsque quelque chose survenait comme une catastrophe naturelle, cela était un grand challenge pour ces gouvernements locaux qui ne pouvaient plus continuer les financements pour les actions du climat. Donc, le point numéro 2 nous parle des, des désastres climatiques sévères, par exemple les sécheresses ou alors des inondations qui ont, n'est-ce pas, détruit certaines des infrastructures qui avaient été mises sur pied.
Donc, en ce qui concerne maintenant les recommandations que nous pouvons tirer de ça, les recommandations que nous pouvons tirer de cette étude, c'est qu'il est nécessaire d'avoir, n'est-ce pas, une continuité dans le renforcement des capacités de ces communautés afin de les rendre durables, parce que nous avons remarqué que certaines recevaient des financements, mais étaient incapables de les gérer sur le long terme. Désolé, il y a eu une interruption. Euh, et enfin, il est nécessaire d'avoir des consultations entre les communautés et les experts pendant le design, pendant la conception des projets. Euh, je vous remercie. Merci, Pauline. Il est très intéressant de voir, n'est-ce pas, un exemple concret et également un suivi et évaluation de ces initiatives. C'est très intéressant de voir. Et nous voyons donc que le renforcement des capacités de ces communautés est important sur le long terme. Euh, Très intéressant, merci. Est-ce que quelqu'un a des questions pour Y Pauline? a-t-il N'hésitez pas à des les questions? poster dans Et plus tard, nous la allons avoir session des questions. questions-réponses et nous Et pouvons, n'est-ce maintenant, pas, c'est le les moment répondre. d'appeler Amil. Je voudrais, n'est-ce Et pas, Amil inviter à va présent nous parler Émile. du financement dans son pays et le partenariat entre ceux qui travaillent Amel, dans le domaine de qui développement des travaille, connaissances n'est-ce et pas, sur le pour domaine du climat. Camille, vous l'Alliance avez la pour le climat et le parole. développement. Merci, À vous la parole, Georgina. Émile. Et Merci Émile dit pour merci à tout le avoir monde. présenté tout Merci cela à sur Georgina et l'accessibilité Pauline. de financement en ce qui Euh, concerne les Comme besoins Georgina l'a mentionné, de combattre, il était de important combattre de regarder sur le climat. C'est un sur une plus niveau grande beaucoup échelle plus élevé comment et est-ce nous que espérons que nous allons avoir les davantage de pays détails plus tard en ce qui répondent, n'est-ce concerne pas, le à leurs besoins de processus financement. de co-création. Mais comment cela peut être lié aux priorités du pays? Et Diapo suivant, s'il vous plaît. alors, c'est quoi Ce que je vous montre là, NBF? Je vais vous c'est donner un un résumé. contexte brièvement. Et les parties concernées se sont mis Donc, ensemble cela vient du fait que les et différentes c'est très important parties pour prenantes ont avoir demandé au le secrétariat financement de nécessaire qui puisse l'Organisation internationale pour la lutte financer contre le changement les climatique besoins du de pays pouvoir selon les priorités du pays, appuyer les selon les régions pays et les et les régions pays afin de pour qu'elles pouvoir puissent, n'est-ce traduire pas, cela en action. implémenter ou En ce qui alors concerne le euh, renforcement de la pour qu'elles capacité, puissent, n'est-ce pas, il convertir faudrait qu'il y ait les assez différentes de initiatives renforcement en pour action. pouvoir faire Donc, la cela se fait, n'est-ce priorité pas, à du travers pays et trois avoir phases. l'évaluation La phase technique et numéro un, savoir ce qu'il c'est faudrait appuyer. Et l'évaluation cela technique des permet de voir besoins ce qui en ressort finance pour le changement de climatique. l'intervention La de phase ceux 2, c'est qui le essaient de développement chercher et l'impact. l'endorsement La troisième euh, phase, la mobilisation nous allons stratégique travailler pour en la finance partenariat avec climatique, pour l'accès à le la finance climatique. secrétariat Et la phase pour 3, essayer c'est de l'implémentation traduire de les la priorités stratégie et de les besoins mobilisation pour en la programme finance pour le de lutte climat, contre le changement climatique au finance niveau pour de la l'action climatique, région. pardon. Ceci essaye également d'examiner la dimension des besoins Donc, de la région cela permet, et n'est-ce pas, de pouvoir permet regarder à de différents niveaux financer quels la lutte sont les contre besoins et quelles le sont les changement barrières climatique comme il faut. Le des diapo organisations suivant, vous allez régionales pour voir pouvoir le à rôle pouvoir accéder, que n'est-ce pas, CD peut jouer. au climat, Vous allez au voir que financement. l'organisation a la possibilité de Et quel est travailler le avec des rôle, n'est-ce pas, partenaires. de On a notre signé organisation? des, des Notre organisation protocoles de est une organisation compréhension et tout le ressource monde qui a été, devrait n'est-ce pas, comprendre son rôle afin que invitée ceci puisse pour, n'est-ce continuer. pas,
il ne s'agit pas seulement pour, d'élargir n'est-ce pas, les mettre sur pied des activités, mais également de programmes, jouer le rôle qu'il des faudrait à formations chaque niveau. et des Il procédés de faudrait que co-création les États qui pourront, membres n'est-ce pas, au utiliser par niveau des différents pays, au pays niveau de la qui se trouvent à région, différents niveaux de fassent développement la économique. conceptualisation du programme qu'il faudrait Et avoir. cela, n'est-ce pas, Nous avons aboutit eu ici à notre atelier au niveau de organisation la qui a, n'est-ce pas, région mené et nous avons six essayé formations de dans mettre les six gens régions que ensemble vous pour voyez, savoir n'est-ce comment ils pas, peuvent travailler listées ensemble en sur ma ayant en même diapositive. temps des pays différents avec des Nous voyons que priorités ces pays sont différentes, différents sur parmi lesquelles il y plusieurs en a quelques-uns niveaux. Certains qui d'entre sont eux font face à des conflictuels. conflits, par Quelles sont les exemple. barrières? Et quelles sont les Certains font barrières face à qu'ils divers types de affrontent? barrières pour Et accéder, n'est-ce puis, pas, au changement nous climatique. devrions également discuter quelques-unes des Alors, idées les idées que qu'il nous faudrait devrions, n'est-ce mettre en pas, place euh, pour comprendre euh, ce processus. considérer lorsque nous mettions Au en place ce début, processus, nous avons compris que cette situation de recherche de financement pour le climatique et pour le changement climatique, n'est-ce pas, était en fait quelque chose de très technique. Il est important, n'est-ce pas, d'apporter de l'expertise technique pour pouvoir conceptualiser ces programmes, par exemple. Alors, voici les facteurs que nous avons pu considérer. Premièrement, comment est-ce que nous pouvons répondre à cet aspect de la diversité des personnes que nous avons dans la maison, si l'on peut dire ainsi. Nous avons des gens qui venaient des ministères, nous avons des gens qui venaient des, des- des communautés locales, nous avions un auditoire divers et il fallait donc trouver une façon de pouvoir les faire, n'est-ce pas, coexister et collaborer. Le deuxième facteur, c'est que nous avons trouvé que nous avions des pays avec différents niveaux d'expérience, d'accès, n'est-ce pas, au financement climatique. Certains pays avaient accès au financement des organismes internationaux. D'autres pays, par contre, avaient accès au financement bilatéraux uniquement. Donc, c'était un autre facteur que nous devions gérer. Le troisième élément, c'était la dynamique, n'est-ce pas, des pouvoirs, notamment au niveau politique. Comment est-ce que l'on pourrait s'y prendre afin que certains pays puissent, n'est-ce pas, poser leurs problèmes sur la table et que cela puisse être considéré. Le facteur numéro 4, qui est, n'est-ce pas, lié également au facteur numéro 3, était lié, n'est-ce pas, au fait que certains pays ont différentes priorités et s'il se trouvait que leur priorité, n'est-ce pas, était en conflit avec leurs besoins de climat, il fallait, n'est-ce pas, trouver un terrain de milieu, un milieu, un terrain de milieu d'entente pour cela. Et enfin, il fallait, n'est-ce pas, établir quels étaient quelles, euh, quelles étaient, n'est pas, les réalisations espérées de ces différents pays. Donc, il fallait, n'est-ce pas, savoir, parmi tous les objectifs que les pays se fixaient, quels pouvaient être réalisables. Alors, à la fin de notre analyse, nous avons mis sur pied, n'est-ce pas, certaines règles que l'on pourrait implémenter afin de pouvoir mettre sur pied des procédures de co-création entre pays similaires. Donc, le premier point, c'est que nous devrions considérer que tous les pays qui étaient à la table seront considérés comme des experts parce que chacun de ces pays avait, n'est-ce pas, une certaine expérience qu'elle pouvait apporter à la table.
Et le deuxième point, c'est qu'il fallait une certaine clarification, ou alors qu'il fallait une certaine entente sur sur ce qui était escompté, n'est-ce pas, sur ce qui était escompté de chacun de ces pays. Et le point numéro 3 consistait, n'est-ce pas, à avoir une clarité sur comment est-ce que le processus, n'est-ce pas, d'accès à ces financements va être mis sur pied. Donc, il y avait des pays qui étaient capables de pouvoir s'exprimer lors des sessions plénières, qui pouvaient venir au secrétariat et poser leurs problèmes. Pendant que d'autres pays ne savaient pas comment s'y prendre, donc il était important d'avoir une clarité sur la procédure à suivre. Le point numéro 4 concernait, n'est-ce pas, la clarité sur les prochaines étapes. Et le point numéro 5, c'était qu'il fallait, n'est-ce pas, contribuer à renforcer une communication ouverte, une communication franche, mais une communication productive. Beaucoup d'entre nous ici qui avons affaire, n'est-ce pas, aux communications intergouvernementales, savent que aux communications multilatérales entre plusieurs pays nécessitent, n'est-ce pas, un certain degré de compréhension entre les différents pays. Et nous voudrions, n'est-ce pas, que ces pays soient capables, n'est-ce pas, de communiquer, soient capables de communiquer, mais de façon productive. Et je voudrais, n'est-ce pas, vous présenter une photo du premier workshop, du premier. Et vous regarderez, vous constaterez sur cette photo que nous avons ce que j'ai appelé un, un, un brainstorming de plusieurs pays qui venaient ensemble et afin de décider, par exemple, quelles sont les idées qui seront prioritisées, qui seront prises comme priorité au niveau régional, par exemple. Donc, ces gens-là devraient, n'est-ce pas, se mettre ensemble afin de discuter et de négocier et de décider quelles seraient donc les priorités à, à prendre en considération. Donc, euh, et un un des défis de la finance, du financement climatique multilatéral, c'est justement la difficulté d'avoir plusieurs personnes euh, qui ont des priorités différentes. Mais ici, par exemple, c'était un exemple typique où nous avions des gens de différents pays, nous avions des différents donateurs, où, où tout le monde venait ensemble et vous pouvez poser des questions de manière claire et ces questions pouvaient être discutées. Et cette photo, n'est-ce pas, vous montre un aperçu des différentes chambres, ou alors des différentes salles au cours de de ces ateliers que nous avons eus. La photo précédente, c'était en Asie du Sud-Est et la photo actuelle est celle qui a eu lieu, n'est-ce pas, en Afrique. Donc, au cours de ces ateliers, n'est-ce pas, nous mettions les pays et les régions ensemble afin qu'elles puissent, n'est-ce pas, créer des programmes qui répondent à leur thème de priorité, qui répondent, n'est-ce pas, à leurs priorités réelles. Alors, qu'est-ce que nous avons pu réaliser à travers ces ateliers? C'est que plus de 150 officiels des différents gouvernements provenant de 80 pays, de 8 différentes régions et sous-régions ont été, n'est-ce pas, formés
sur comment, n'est-ce pas, accéder à la finance, au financement climatique multilatéral. Donc, il y avait des idées qui ont été co-créées par des pays qui venaient ensemble, qui posaient des questions, qui étaient engagés dans des discussions. Il y avait des personnes techniques dans la salle qui contribuaient également. Et à la fin, nous avons, n'est-ce pas, pu mobiliser entre 1 et 2 milliards pour le financement climatique. Donc, ce- donc cela a, n'est-ce pas, pu permettre de comprendre euh, à une échelle plus large, quelles étaient les ambitions des gens, de ces différents pays en Afrique, en Europe, pardon, en Asie du Sud-Est, en Amérique, quelles étaient leurs priorités, et cela, n'est-ce pas, n'est-ce pas, aider à comprendre qu'il y a la nécessité de mobiliser des sommes d'argent importantes. Donc, je voudrais résumer en répondant à la question de qu'avons-nous appris au cours de ces ateliers. Nous avons appris qu'il y a, n'est-ce pas, une forte valeur lorsque plusieurs pays viennent ensemble et développent des idées ensemble. Euh, Cela est mieux que lorsque ces idées sont, n'est-ce pas, développées uniquement par des agences internationales. Parce qu'il est important, lorsque ces pays viennent ensemble, l'on tient compte des disparités qui existent entre ces différents pays en ce qui concerne leur capacité d'accès au financement pour le changement climatique. Le deuxième point, c'est qu'il est nécessaire d'avoir un, un lien clair entre un lien, il est nécessaire d'avoir un lien clair pour l'implémentation. Et troisièmement, nous avons appris qu'il est nécessaire d'avoir l'approche des pairs. L'approche des pairs c'est démontré. L'approche des pairs est apparue comme une approche efficace et efficiente. À- Et nous avons par exemple observé comment est-ce que les pays pouvaient apprendre les uns des autres, comment est-ce que les pays pouvaient développer des collaborations des uns des autres. Et le dernier point parle de la complémentarité entre les fonds pour le climat. Et donc, la complémentarité entre les fonds pour le climat n'a pas encore été réalisée. Nous sommes encore à un point initial de rendre cela idéal. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau pour le moment. Et Georgina dit merci, Amil. Je suis fasciné par la façon dont vous et votre équipe travaillez, n'est-ce pas, pour, n'est-ce pas, améliorer l'accès au financement climatique. Euh, je vois que chacun, euh, nous voyons que d'habitude les gens travaillent, beaucoup de personnes regardent comment est-ce que Ah, voilà, merci. Donc, Amir, vous avez présenté comment est-ce qu'on pouvait se rassurer que les financements arrivent au niveau
local et au niveau national et sous-régional. Et Pauline nous a démontré comment est-ce qu'on peut faire pour que le financement arrive au niveau sous-régional, ce qui est très intéressant. Je voudrais maintenant inviter Bim à qu'il nous donne une réflexion de ce de ce qui a été présenté aujourd'hui. Et pendant que Bim, n'est-ce pas, nous donnera sa réflexion, je vous invite à poser vos questions dans la section questions-réponses de notre Zoom. Et Bim dit merci Georgina et merci à ses collègues qui ont, n'est-ce pas, partagé leur présentation aujourd'hui. Et je voudrais juste avoir un commentaire général. Donc, au début, Johannes Attila, n'est-ce pas, Johannes a, n'est-ce pas, parlé de la nécessité d'apporter, n'est-ce pas, le financement au niveau locaux et comment est-ce que l'on peut s'y prendre. Et donc, il y a ce qu'on appelle le climate finance tracking, ou alors ce que je pourrais appeler le suivi de ces financements. Un problème, euh, un problème à considérer aujourd'hui, parce que le suivi est important. Il est important de comprendre combien de financement vient du secteur public et du secteur privé. Où est-ce que ce financement va? Est-ce qu'il y a une inclusion de genre dans la destinée de ces différents financements? Il est important, n'est-ce pas, de comprendre toutes ces questions qui sont d'ailleurs des questions sensibles. Donc, ce que je voudrais donc, la question que je me pose donc, c'est que sur le projet qui a été implémenté au Kenya, qu'en est-il de la question de genre dans les projets qui ont été implémentés dans les différents comtés au Kenya? Donc, il y a une tendance à, n'est-ce pas, sous-estimer, euh, il y a une tendance à, n'est-ce pas, sous-estimer, désolé, je n'ai pas pu comprendre la fin de la phrase. Un autre point que je voudrais lever en ce qui concerne, n'est-ce pas, le suivi de ces financements, c'est de savoir quels sont les secteurs qui, n'est-ce pas, attirent le plus de financement. Vous constaterez que plus de 70% des financements vont vers les secteurs d'énergie et de transport. Et une autre partie de l'énergie est également versée, une autre partie des financements est également versée dans le secteur de la réduction des gaz à effet de serre. Donc, il n'y a pas assez de financement pour pouvoir, n'est-ce pas, euh, booster ou alors pour pouvoir, n'est-ce pas, pousser les autres secteurs. Donc, il est aussi important de regarder entre adaptation et mitigation, où est-ce que le financement va. Je pense que le financement va beaucoup plus vers les initiatives d'adaptation. Lorsque l'on compare ce qui va du côté de la mitigation, euh, maintenant, si on regarde les secteurs comme l'agriculture et les foresteries, ces secteurs reçoivent environ seulement 11% des financements qui vont vers l'adaptation. Et cela soulève, n'est-ce pas, un problème qui a peut-être été soulevé lors de
la présentation de Pauline. Donc, Pauline, je serais très intéressé de voir dans votre étude quels sont les secteurs qui ont le plus bénéficié de ces financements. Donc, voilà mon commentaire rapide, numéro 2 que je voulais faire. Et en ce qui concerne maintenant la mobilisation de ces financements, Johannes l'a souligné. L'adaptation est un secteur risqué pour le secteur privé. Donc, on se rend compte que les investissements du secteur privé, par exemple l'adaptation, n'ont pas augmenté au cours de ces 5, 10 dernières années. Alors, on se pose la question de pourquoi est-ce que le secteur privé, pourquoi est-ce que le secteur privé n'augmente pas ses investissements dans ce secteur-là, pour l'adaptation, pardon. Mais on voit par exemple que le secteur privé investit grandement dans les initiatives qui concernent les, les habitations, l'énergie pour les habitations, par exemple. Donc, je serais très intéressant de voir quel pourcentage d'investissement du secteur privé vont, par exemple, pour l'adaptation et quel pourcentage va pour la mitigation. Donc, la seconde présentation nous a en instant montré que nous avons différents systèmes de climat, nous avons différents systèmes de financement qui vont vers des pays qui sont à différents niveaux de à différents niveaux de formation, à différents niveaux d'accès à ces financements. Donc, il y a besoin, il est impératif que l'on mette sur pied, n'est-ce pas, des programmes d'alignement. Et le dernier point que je voudrais mentionner, c'est la qualité et la quantité des financements. Donc, les présentations ou alors la plupart des travaux se basent essentiellement sur le volume ou alors la quantité de financement. Mais si on se base par exemple sur la qualité, on ne sait pas vraiment, on ne sait pas vraiment grand-chose là-dessus. Et je pense que les prochains projets devraient s'intéresser à les prochains projets les prochains projets, n'est-ce pas, devraient s'intéresser à la qualité de ces financements. Je pense aussi qu'il serait important de pouvoir travailler sur la taxonomie. Mm, Par exemple, pour la transparence, comme cela a été mentionné dans une des présentations, il est important, il serait donc important de voir, il serait important, n'est-ce pas, d'avoir un alignement sur les, pardon, il serait intéressant d'avoir une clarification sur les, les critères. Voilà, pardon, il parlait des critères. Il serait important d'avoir une clarté sur les critères qui sont utilisés à différents niveaux. Et finalement, je ne pourrais terminer sans parler des politiques. Nous devrions, n'est-ce pas, également mettre un accent sur comment est-ce que les politiques des différents pays s'alignent, n'est-ce pas,
aux critères des pourvoyeurs de fonds pour l'action climatique. Donc, je crois que ça, c'est quelque chose, c'est une chose à laquelle nous devrions penser. Donc, je pense que la communauté des chercheurs, il y a également une opportunité pour la communauté des chercheurs pour pouvoir de pouvoir se pencher là-dessus. Donc, Georgina, je vais m'arrêter à ce niveau pour le moment. Et Georgina a dit, nous avons, n'est-ce pas, écouté trois personnes, nos présentateurs d'aujourd'hui, et je voudrais, n'est-ce pas, ouvrir, n'est-ce pas, le débat. Euh, Pauline, il y a déjà certaines questions dans le chat et je voudrais inviter les panélistes, n'est-ce pas, à allumer leur caméra afin que l'on puisse les voir pendant leur réponse aux questions. Alors, Pauline, il y a une question très spécifique pour vous et je voudrais vous permettre d'y répondre. Et donc, il y a un panéliste qui voudrait savoir qui a fourni le financement pour les communautés locales. Pauline, il y a une question pour vous. Euh, Quelles sont les opportunités que vous pouvez avoir pour partager, n'est-ce pas, cette expérience que vous avez vue avec d'autres organisations, avec d'autres audiences? Et il y a une question également qui m'est venue en tête lorsque je vous écoutais tous. C'est quelque chose que Megan a, n'est-ce pas, mentionné précédemment. Euh, Ça concerne, n'est-ce pas, les consultations. Nous avons des consultants qui viennent et qui aident des pays à rédiger leur politique, à rédiger leurs projets. Ils viennent, offrent leurs consultations et puis se retirent. Mais maintenant, lorsque Pauline a parlé du support que les communautés locales ou alors les gouvernements locaux pouvaient obtenir sur le long terme, cela pose, n'est-ce pas, un problème. Donc, Pauline, est-ce que vous pouviez, n'est-ce pas, vous pouvez répondre, s'il vous plaît, en ce qui concerne les experts qui viennent, offrent leur expertise et puis se retirent. Et Pauline dit donc, la première question qui concerne comment est-ce que nous partageons, n'est-ce pas, les résultats de notre travaux et nos connaissances. Pauline dit que nous avions nous avions l'opportunité de partager ce travail lors de les conférences des partis en 2022-2023. Nous partageons également des notes de synthèse politique à travers différents réseaux. Par exemple, le CDKI qui a un espace cela sur leur plateforme, le CDKN qui a un espace ce travail sur leur site. Nous, nous partageons également via les gouvernements. Nous avons travaillé avec le gouvernement du Kenya et nous avions des gouvernements de l'Ouganda qui voulaient, n'est-ce pas, mettre sur pied quelque chose de similaire et qui sont venus chez nous, nous visiter, qui ont visité les communautés afin de comprendre la réalité sous l'angle des communautés bénéficiaires de ces financements. Nous partageons également les résultats de nos travaux à travers des séminaires comme celui-ci. Euh,
il y a par exemple, il y a par exemple certains gouvernements locaux au Kenya qui voudraient, qui travaillent sur la législation pour le changement climatique dans leur comté et qui ont eu besoin de nous. Nous sommes venus et nous avons partagé notre expérience et nos connaissances avec eux. Donc, nous avons un avantage au Kenya que le gouvernement a, n'est-ce pas, adhéré grandement à, à ces mécanismes de financement et, n'est-ce pas, supporte les initiatives d'adaptation menées localement, mais cela n'est toujours pas le cas dans différents pays. En ce qui concerne, n'est-ce pas, euh, les experts, la question qui était posée sur les experts, donc les experts, généralement au niveau local, sont des experts qui font partie, généralement, qui font déjà partie du staff du gouvernement local. Et donc, ces experts du gouvernement local sont mis à la disposition des communautés. Par exemple, les employés du secteur agricole, les experts d'ingénieurs en eau et autres dont les populations ont besoin, ils sont, n'est-ce pas, mis à disposition par le gouvernement aux populations locales pendant l'implémentation des projets et même après. Cela est, n'est-ce pas, légalement requis pour, n'est-ce pas, éviter des situations où les communautés où les communautés sont forcées à recruter et à payer des experts externes. Donc, cela fait partie intégrante de nos procédures. Je voudrais également mentionner que ces projets étaient des petits projets qui n'avaient pas besoin, avaient des petits budgets et qui n'avaient donc pas besoin d'experts autres que des experts locaux, des experts des gouvernements locaux. Donc, euh, il était important de se rassurer que les communautés locales puissent avoir, n'est-ce pas, ces experts de gouvernements locaux et que les communautés locales puissent également les payer et les gérer sur le long terme sans s'asphyxier. Merci. Nous avons une question dans le chat qui concerne l'assistance technique contre la médiation des connaissances sur le long terme. Il y a une autre question pour Pauline, mais qui peut également s'adresser à nous tous. La question est de savoir comment assurer une bonne gestion de ces financements. Nous avons un processus top-down du haut vers le bas. Il y a également un challenge qui se pose sur l'imminence des besoins des localités, des populations locales. Donc, oui, comment prioriser, n'est-ce pas, les projets entre les besoins qui s'étalent sur le long terme et des besoins imminents qui ont besoin des réponses immédiates. Bon, il y a des mains levées. Je vois la main de Megan, je vois également la main d'Emile.
Alors, Megan dit elle est ravie de pouvoir, n'est-ce pas, donner sa réflexion de ces questions. Donc, Georgina explique que euh, pardon, donnez-moi une seconde, je vous en prie. Donc, Georgina est en train de réfléchir, Megan est en train de donner sa réflexion sur les différentes questions qui ont été posées. Donc, nous avons, n'est-ce pas, eu à travailler sur des projets qui, malheureusement, n'ont pas pu être financés. Et, et je crois que Pauline a mentionné des projets qui sont à une plus petite échelle, à une échelle locale, et qui ont beaucoup plus de possibilités, de chances d'être financés. Donc, nous essayons de trouver, n'est-ce pas, le meilleur équilibre entre, entre des financements de grande échelle qui peuvent être gérés soit au niveau national ou au niveau régional et des financements de plus petite échelle qui peuvent être gérés qui peuvent être gérés localement. Et Amil répond donc que l'accès au financement climatique est donc un procédé technique. Donc, il est important de regarder les procédures politiques qui sont impliquées dans le processus de financement et voir comment est-ce que ce processus politique s'aligne avec les processus techniques de financement. Donc, nous avions des situations où le processus technique était bien établi et nous montrait comment est-ce qu'on peut accéder au financement, mais le processus politique n'était pas bien établi et il y avait, n'est-ce pas, une possibilité d'avoir des financements. Par exemple, ce que nous faisons, c'est que nous voulons amener les ministres des différents pays, des différentes régions impliquées à être impliqués et à pouvoir, n'est-ce pas, accepter que la finance climatique est maintenant partie intégrante de leur système politique. Donc, je pense que la prochaine étape dans le financement pour l'action climatique va être sur l'apprentissage entre pairs. Merci Samir. Je vois votre main levée. Euh, Nous avons également Makame qui a la main levée. Donc, je voudrais vous donner l'opportunité à Makame. Euh, Makame dit merci de me donner la parole. Je suis
Makame Mahmoud et je suis gestionnaire de projet. Ma question concerne le leadership local. Quel pourrait être le meilleur mécanisme, quel pourrait être le meilleur mécanisme pour les leaders locaux de pouvoir avoir accès au climat sur le long terme? Parce que quel que soit ce que nous faisons pour l'action climatique, pour accéder au financement, nous devrions avoir des gens au niveau local qui sont capables de porter et de gérer ces projets sur le long terme. Donc, peut-être qu'il serait nécessaire de pouvoir avoir des leaders locaux qui seront là sur le long terme et porter ces projets sur le long terme. Et Georgina dit, je pense que Johannes pourrait être en bonne position pour pouvoir répondre à cette question compte tenu du temps. Est-ce que, Johannes, vous pouvez venir et répondre à cette question, également nous offrir votre mot de fin pour ce webinaire? Et Johannes dit, Bim prend la parole et dit, très rapidement, je voudrais mentionner que j'adhère à ce que les prédécesseurs ont dit. Euh, comment pouvons-nous euh, renforcer, n'est-ce pas, la capacité de leadership au niveau local? Euh, je voudrais donc savoir comment est-ce que nous pouvons aligner euh, 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 donc, Bim dit il est important de pouvoir, n'est-ce pas, avoir des alliances, qu'il est nécessaire d'avoir des grandes alliances. Et Georgina dit, alors, Johannes, à vous la parole pour pouvoir donner votre mot final. Et Johannes dit, merci Georgina. Je crois qu'il y a trois éléments qui émergent de cette discussion. Donc, le premier, c'est la multidimensionnalité de la finance, du financement pour le changement climatique. Je constate qu'il y a, n'est-ce pas, plutôt un design horizontal. Donc, au cours du design, par exemple, pour la recherche et des financements, il y a, n'est-ce pas, un manque de, la voix, n'est-ce pas, des populations locales manque, et donc il est important d'amener à la table euh, ces, ces, ces communautés locales, mais en même temps, puisque c'est un processus technique, il est important d'avoir, n'est-ce pas, des personnes ressources avec la connaissance technique pour pouvoir, n'est-ce pas, appuyer ces processus. Et ma principale peur, c'est que les institutions, n'est-ce pas, nationales, les institutions internationales doivent, n'est-ce pas, créer de l'équité et de l'inclusivité afin de se rassurer que les financements puissent, n'est-ce pas, atteindre les personnes qui ont, n'est-ce pas, vraiment besoin de ces financements. Permettez-moi la répétition. Le deuxième point que je voudrais lever, c'est ce qui concerne les données.
quelle est n'est-ce pas, la qualité de la finance qui vient. Donc, ne nous penchons pas seulement sur la quantité de financements qui viennent, mais sur la qualité. Est-ce que les financements qui viennent supportent effectivement les initiatives locales? C'est une question que nous devrions nous poser. Donc, donc, comment est-ce que nous pouvons nous prendre de façon à ce que ces investissements soient également regardés sous le prisme de la qualité, la qualité de ces financements? Parce que je pense que la qualité des financements peut également contribuer à faire progresser, n'est-ce pas, les initiatives locales. Et le troisième point que j'aimerais mentionner, donc, c'est qu'il y a, n'est-ce pas, une tension entre le, les crowdfunding et, et les investisseurs privés. Donc, dans 90% des projets d'adaptation sont financés par des bourses ou alors des fonds provenant des pourvoyeurs internationaux. Mais ces financements ne, ne proviennent pas du secteur privé et ces initiatives, pour la plupart, euh, ces fonds, n'est-ce pas, ne sont pas structurés pour pouvoir développer des business. Donc, comment est-ce que nous pouvons nous prendre de façon à ce que ces fonds qui viennent des organisations internationales puissent également tenir compte des business, puissent tenir compte des marchés, puissent pouvoir aussi appuyer des initiatives qui vont développer le business et la finance locale. Donc, à mon avis, voilà quelques points importants que je voulais relever. Donc, je pense qu'il est important qu'au cours de cette discussion, les questions fondamentales doivent être des questions pour changer le système de manière durable et sur le long terme. Merci, Johannes, pour ces remarques de fin. Je me rends compte que nous sommes 3 minutes au-delà de notre temps imparti. Je voudrais dire merci à tous ceux qui ont présenté aujourd'hui. Je voudrais dire merci à tous les participants. Et je vous invite à rester connectés à nos médias sociaux parce que nous avons d'autres séminaires, nous avons d'autres présentations intéressantes qui viendront bientôt. Merci et au revoir à tous. Bye bye.